Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Clés de la Rénovation, aujourd'hui consacrée à la thématique décrypter sa facture d'énergie. On parlera d'électricité, de gaz et de toutes les petites lignes qui se trouvent sur votre facture que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas et auxquelles on apportera des réponses. Aujourd'hui, comme d'habitude, autour de la table, deux experts de l'énergie qui vont nous prêter main forte pour répondre à vos questions et que je remercie dès à présent de nous avoir rejoints. Nous avons Caroline Keller, chef du service informatique et communication au médiateur de l'énergie. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Charlie Carriel qui est conseiller FER, Espace Info Énergie Terre-et-Val Lorraine, énergie renouvelable, membre du réseau FER. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, je vais vous laisser vous présenter, vous introduire dès à présent, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet de notre thématique aujourd'hui. Je te laisse la parole. Déjà, le médiateur national de l'énergie, c'est une autorité publique indépendante qui a deux missions. Une mission de médiation, qui est en général plutôt bien connue. On est là pour intervenir quand il y a un litige entre un consommateur et puis un fournisseur ou gestionnaire de réseau. Et puis, on a une deuxième mission, qui est une mission d'information des consommateurs, qui est moins connue. Et donc, moi, je suis responsable de cette mission. Et on a en particulier un site qui s'appelle Énergie Info, dans lequel vous retrouvez énormément d'informations et puis également un numéro vert. Voilà. Merci beaucoup. Important de rappeler effectivement qu'il s'agit d'un organisme public. Exactement. Charlie, je te laisse te présenter. Donc, comme tu l'as dit, conseiller FER. Alors, c'est quoi un conseiller FER? C'est un individu qui va donner de l'information, du conseil, qui va sensibiliser sur toutes les questions liées à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables. Et donc, la mission Info Énergie, en fait, est portée par une structure, une association à but non lucratif qui s'appelle LER ou Lorraine Énergie Renouvelable. Et au sein de cette association, on a trois missions principales. L'éducation à l'environnement, où on sensibilise plus des jeunes publics toujours sur ces questions de maîtrise d'énergie et d'énergie renouvelable. On a les missions Info Énergie, on a trois espaces Info Énergie. En gros, c'est sur le département 54, sauf l'agglomération nancéenne. Tu peux nous rappeler quelles sont les missions des espaces Info Énergie? Et donc la mission d'un espace Info Énergie, c'est de conseiller le particulier sur des projets de rénovation énergétique, sur des projets d'énergie renouvelable également. Et puis c'est également de sensibiliser le public à ces questions-là. Donc dans le cadre d'animations type conférences, ateliers, participation à des salons et des foires. Avec là aussi une approche un peu service public, c'est-à-dire désintéressés. Subventionnés par l'ADEME et les collectivités, et certainement pas par des entreprises et des fournisseurs d'énergie, justement, pour pouvoir préserver une certaine neutralité dans le conseil qui sera donné. Okay. Et donc une dernière mission, c'est l'accompagnement aussi des projets citoyens qui visent à développer les énergies renouvelables sur le territoire. Ok, merci beaucoup pour cette présentation précise et exhaustive. On va rentrer tout de suite dans le vif de notre sujet aujourd'hui, décrypter ces factures d'énergie, avec une première question qui nous vient d'Arnold, pas loin de Strasbourg. C'est moins précis que ta description, mais c'est déjà ça. Bonjour, quelles sont les taxes que l'on paie sur l'électricité et le gaz et à quoi servent-elles? Comment est-on sûr qu'on ne facture pas plus que ce que l'on consomme? Et jusqu'ici, j'ai refusé le Linky car j'ai lu qu'il allait faire augmenter ma facture d'électricité. Alors, on a trois questions en une. En général, quand on pose une question, on se dit je vais faire d'une pierre deux, voire trois coups. Donc, nous, ça va nous donner du grain à moudre là pour commencer à répondre un peu. Et puis, on va se permettre de répondre aussi à des questions qui sont là en filigrane un peu dans celle d'Arnold. Alors, on va commencer peut-être par ces histoires de consommation. Comment suis-je sûr de ce que je consomme, qu'on ne me surfacture pas? Déjà, il y a une première approche, comment savoir ce qu'on consomme et savoir comment se compose cette consommation. Est-ce qu'on peut commencer à répondre à ces questions-là? Qu'est-ce qu'on voit sur une facture par rapport à la consommation? Alors justement, sur une facture, en général, on a une consommation soit estimée, soit réelle. Donc si c'est estimé, ce ne sera pas forcément une bonne base pour pouvoir se positionner. Maintenant, si c'est une consommation réelle, on va pouvoir là, effectivement, avoir une analyse et voir si notre consommation est élevée ou pas par rapport à des données de référence. On pourra peut-être en reparler un
Et du coup, à quel moment on décide est-ce que c'est nous qui décidons que la consommation, que ma facturation va être sur une consommation réelle, consommation estimée? À quel moment ça se passe? En fait, le gestionnaire de réseau est obligé de faire au moins un passage par an pour faire un relevé, donc pour permettre justement une consommation réelle à un moment donné, notamment sur la fin de l'année. Et il est aussi possible de faire des auto-relevés, donc il me semble que c'est tous les 2 mois. Et ça permet aussi d'affiner les mensualités et de savoir, de se baser sur des consommations réelles et non pas une consommation estimée sur la base d'un calcul de la part du fournisseur d'électricité ou de gaz. D'accord. On le rappelle au passage, les distributeurs, les gestionnaires du parc, du réseau, Enedis pour l'électricité, GRDF c'est ça. Pour le gaz, voilà. Et c'est eux qui sont tenus de venir à minima 1 fois, 2 fois par an. C'est 1 fois minimum, je crois, réglementairement, et puis ça peut être souvent c'est tous les 6 mois où il y a un relevé. En général, c'est effectivement tous les 6 mois. Ça, c'est quand on a un compteur classique. Et si on a un compteur communicant, donc Linky en électricité, après, il n'y a plus de passage de releveur, mais le gestionnaire de réseau transmet l'index de consommation tous les mois dans ce cas-là. Et ce qui fait que, normalement, les factures sont davantage basées sur, plus proches de la consommation réelle. D'accord. Tu parlais aussi d'auto-relevé. C'est obligatoire, a priori, que les fournisseurs proposent cette solution? Oui, tout à fait. Je crois même que ça doit être mentionné dans leur facture. D'accord. Maintenant. Donc, quel que soit votre fournisseur, vous avez normalement la possibilité de faire de l'auto-relevé et donc d'ajuster progressivement votre consommation réelle. En tout cas, votre facturation à votre consommation réelle. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Mais concrètement, l'énergie, comment elle se mesure et comment je peux arriver à comprendre. Moi, je sais que j'ai eu des difficultés au départ à comprendre le principe du kilowatt-heure. Pourquoi il y a 2 indicateurs sur cette consommation? Alors justement, c'est souvent une confusion qu'on fait entre déjà la puissance qui est en watts ou en kilowatts et l'énergie qui est en kilowattheure. Ce qui est facturé par le fournisseur, c'est le kilowattheure. La puissance, pour autant, est importante parce qu'elle va permettre de déterminer quelle sera la puissance souscrite, par exemple, quand on est en électricité. Donc on va, par exemple, additionner la puissance des plus gros appareils, on va dire, du logement, et en fonction de ça, mettre une puissance supérieure pour être sûr que ça ne se disjoncte pas et qu'on ait la possibilité d'appeler autant de puissance que possible. Donc, ce point, déjà, il faut bien le différencier. Et pour donner une petite formule et puis être très concret, l'énergie consommée, c'est la puissance multipliée par le temps. Voilà. Donc si par exemple on a un radiateur de 2000 watts, 2 kilowatts, qui fonctionne sur une durée de 2 heures, eh bien ça va faire 2 x 2, 4 kWh de consommé pour cet appareil. Et c'est ça qui sera facturé par le fournisseur. Donc la consommation, c'est la puissance d'un appareil multipliée par sa durée d'utilisation avec une base qui est l'heure. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci pour cet éclaircissement, c'est quand même important parce que c'est ces petites choses techniques qui sont pas forcément connues du grand public. Est-ce que ça marche pareil pour le gaz d'ailleurs? Comment on mesure la consommation de gaz? C'est en mètres cubes tout simplement? Alors sur les factures, c'est en mètres cubes, mais en général, il y a une conversion en kilowattheure également. D'accord. Donc on peut rapporter ça à un prix au kilowattheure. Après, au niveau, il n'y a pas une puissance souscrite comme pour l'électricité, mais il y a un profil de consommation en fonction des volumes consommés de gaz. D'accord. Cette question, en tout cas, cette notion de puissance souscrite, alors on comprend bien qu'en fait, c'est aussi pour des raisons de gestion du réseau et d'appel. Tout à l'heure, tu utilisais ce mot qui est un mot technique quand même. Quand j'appelle de la puissance, c'est-à-dire quand je consomme. Nous, particuliers chez nous, on consomme, on allume un appareil. En fait, on appelle de la puissance sur le réseau. Où est-ce que je veux en venir si on parle de réseau? Arnold nous parlait de taxes. Alors en fait, peut-être des fois, on mélange des choses qui sont de l'ordre de la taxe, de choses qui ne sont pas de l'ordre de la taxe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quelles sont les taxes que l'on paie sur une facture d'énergie, électricité, gaz aujourd'hui?
Ok. Donc, quand on parle alors, je vais d'abord parler quelque chose qui n'est pas une taxe, mais parce que vous disiez pour le gestionnaire de réseau. En fait, le gestionnaire de réseau, pour se rémunérer, il est rémunéré par le tarif d'acheminement. Et le tarif d'acheminement, il est inclus dans le prix, dans le prix qu'on paye. Et les fournisseurs mettent une ligne, effectivement, dont tarif d'acheminement. Et en fait, voilà. D'accord. Ce qui veut dire que dans le coût du kilowattheure, oui, sur l'électricité par exemple, il est composé, entre autres, oui, par le coût d'acheminement. Exactement. Il y a une partie de l'énergie elle-même et une partie pour l'acheminement. Donc c'est une sous-ligne. Voilà, c'est une sous-ligne. On ne paie pas deux fois, c'est une sous-ligne. Donc là, c'était sur la partie tarif d'acheminement. Voilà. Et donc, sur les taxes, il y en a pas mal. Donc, je vais essayer de faire rapidement. Donc, pour l'électricité, il y a 4 taxes. Il y a une première taxe qui s'appelle la CTA, la contribution tarifaire d'acheminement, et qui est appliquée sur l'abonnement. Voilà, donc ça c'est une taxe qui permet de financer les retraites des personnes qui travaillent dans le domaine de l'industrie électrique. Donc ça c'est la première taxe. Et vous avez 2 taxes qui sont appliquées au prix du kilowattheure, donc là qui dépend de l'énergie consommée. Vous avez la CSPE, la contribution au service public de l'énergie, et qui avant permettait de financer les énergies renouvelables, la péréquation tarifaire, etc. Et qui maintenant, en fait, c'est une taxe qui est inclue dans le budget de l'État, mais qui n'a plus de lien direct avec ces éléments-là. Et vous avez une autre taxe qui s'appelle la TCFE, c'est la taxe sur la consommation finale d'électricité, qui sont des taxes locales et qui peuvent varier d'une commune à l'autre. Vous avez des communes dans lesquelles ces taxes sont moins chères que dans d'autres. Voilà. Et sur toutes ces taxes, et puis aussi sur l'abonnement et sur le prix du kilowattheure, est appliquée la TVA. Avec un taux différent. Sur l'abonnement et la CTA, c'est un taux à 5,5. Et puis sur la consommation et puis les 2 autres taxes, TCFE et CSPE, c'est une taxe à 20%. Voilà, ça c'est pour l'électricité. Ça c'est pour l'électricité, effectivement. Après, pour le gaz, on retrouve quand même les 2 éléments sur 3 qui sont les mêmes que pour l'électricité, avec une seule différence qui est la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel que je viens de découvrir avec vous. Exactement. Tu vas nous expliquer. Voilà. Donc sur l'abonnement, il y a la CTA comme pour l'électricité, et effectivement sur le prix du kilowattheure, il y a une taxe qui est la TICGN, taxe d'intérieur sur la consommation de gaz naturel. C'est une taxe qui est apparue en 2014 et voilà, qui s'applique sur la consommation de gaz. Donc taxe assez récente, et puis du coup c'est une taxe qui est, alors je ne sais pas si elle est prélevée ou qu'elle alimente le service des douanes par exemple, parce que c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais ça évoque aussi le fait en filigrane, en creux, que cette énergie elle est importée. Contrairement à l'électricité où, par exemple, on va la produire. Non, c'est la CSPE est aussi perçue pour le compte des douanes. C'est plus une manière de... Très bien. Enfin, voilà, c'est une manière de prélever ces taxes et après de les affecter au budget de l'État qui, après, l'affecte à tel ou tel. Donc, toutes ces taxes viennent contribuer au budget de l'État, là où avant, on avait certaines taxes qui étaient réallouées directement à des utilisations et des usages spécifiques, ce qui, on ne le verra pas aujourd'hui, a quand même quelques incidences. On continue de s'appuyer sur la question d'Arnold. Donc on a traité de la différence entre puissance et énergie, comment je comprends ma consommation de gaz, d'électricité, les taxes relatives. Et puis il y a d'autres éléments qui viennent infléchir, modifier, faire varier les consommations ou les coûts, les facturations. Maintenant on peut faire la différence entre les deux, hein. Qu'est-ce que je consomme et combien ça me coûte de consommer. Ça dépend aussi des tarifs. Alors, on rentrera plus spécifiquement dans ces histoires de tarification avec la question des fournisseurs. Quel est mon fournisseur? Est-ce que je le choisis bien? Quelles sont les obligations de mon fournisseur, par exemple? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà, historiquement, par exemple, des tarifs qu'on appelle des tarifs réglementés? Alors je ne sais pas combien ça représente. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien représentent les tarifs réglementés dans le parc des consommateurs? Combien encore de consommateurs en France?
passe par les tarifs réglementés? En électricité, on doit être, je crois, encore les 3/4 qui sont au tarif réglementé. Et pour le gaz, on doit être à peu près à 1/3 maintenant qui sont au tarif réglementé. Parce qu'il y a une partie des consommateurs qui avaient des tarifs réglementés gaz et qui sont restés chez le fournisseur historique, mais en passant à un contrat en offre de marché. Est-ce que tu peux nous définir rapidement ce qu'est un tarif réglementé du coup Alors, le tarif réglementé, c'est un tarif qui est fixé par les pouvoirs publics. En fait, ils sont fixés par l'État sur proposition c'est la Commission de régulation de l'énergie qui définit ces tarifs et après, l'État accepte ou n'accepte pas. Donc, c'est vraiment pas les fournisseurs qui décident, mais ce sont les pouvoirs publics et ce sont des tarifs qui ne peuvent être proposés que par le fournisseur historique. Donc le fournisseur historique sur 95% du territoire, c'est EDF pour l'électricité et c'est Engie Gaz tarif réglementé pour le gaz. Voilà. Tout à l'heure, on a une question de quelqu'un de Strasbourg. À Strasbourg, c'est pas forcément. Oui, c'est pas forcément le cas. Là, on a plutôt parfois des régies. Voilà, il y a des régies. Il y a des régies aussi sur 5% du territoire. Donc voilà, il y a que EDF qui peut proposer le tarif réglementé d'électricité et que Engie Gaz tarif réglementé qui peut proposer le tarif réglementé pour le gaz. Donc sur 95% du territoire, mais tous les fournisseurs, que ce soit les historiques ou les nouveaux, peuvent proposer des offres de marché. Et donc là, voilà, tout le monde peut souscrire. Et donc, juste un peu pour vous dire les différentes offres de marché, il y en a beaucoup qui sont en fait des offres qui sont indexées sur les tarifs réglementés, c'est-à-dire les fournisseurs disent moi je propose moins X% par rapport aux tarifs réglementés. Donc, il faut bien faire attention parce qu'en général, ce moins X%, c'est uniquement sur le prix du kilowattheure, pas sur l'abonnement. Donc, si on vous dit je propose moins 12%, en fait, au final, ça fait plutôt moins, sur le prix du kilowattheure, ça fait plutôt moins 8-9% sur la facture. Voilà, donc on a beaucoup d'offres indexées sur les tarifs réglementés. Et puis après, sinon, vous avez aussi des offres à prix fixe où les fournisseurs s'engagent à ce que le prix n'évolue pas sur une certaine période. Donc ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Et donc les fournisseurs s'engagent à ce que le prix n'évolue pas, avec forcément des petites astérix, c'est-à-dire que certains disent prix fixe, mais en fait c'est que le prix du kilowattheure qui est fixe, pas le prix de l'abonnement. Et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Oui, c'est le principal levier sur lequel ils peuvent jouer à la limite pour faire varier les tarifs. Donc ça, on y reviendra plus particulièrement sur la partie fournisseur. Ouais. Quelles sont les stratégies aussi commerciales pour arriver à faire valoir son offre plutôt que celle d'un concurrent. Pour en finir plutôt cette première approche de qu'est-ce que ma facture me donne comme information, est-ce qu'on peut conclure en rappelant qu'est-ce qu'on doit retrouver en fait comme information sur une facture, qui nous amènera à répondre à une autre question que je vous livrerai juste après ces petits éléments très formels, mais qui nous permettent aussi de nous rappeler où se trouvent les informations et toutes les informations qui doivent figurer sur une facture. Tu peux nous en dire un peu plus, Charlie ? Oui. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est les informations du fournisseur, et ce qui pourrait être utile, c'est le service client. Voilà, en cas de question. Ce qu'on retrouve également sur une facture, c'est une période pour laquelle on va facturer le client avec un montant global, donc en général distingue hors taxe et TTC. Les modalités de l'abonnement, et ça je pense que c'est important quand on va avoir un regard sur sa facture. Est-ce que mon abonnement est bien dimensionné ? Tout à l'heure on disait que c'était lié à la puissance. Donc on doit pouvoir retrouver cette puissance souscrite sur l'abonnement. Donc les options tarifaires, on les a survolées un peu, mais on rentrera peut-être dans le détail. On va rentrer dans le détail probablement. Ces offres-là, à simple tarif ou double tarif. On a donc la consommation également. Et là, on pourra voir si la consommation est basée sur des index estimés ou réels, quand on est sur les anciens compteurs. Et puis aussi les taxes qu'on a discuté jusque-là et les modalités de paiement. Et sur la consommation justement en kilowattheure, j'ai cru remarquer que de plus en plus sur les factures, souvent des graphiques faisaient apparaître l'évolution ou la variation de ces consommations. Est-ce que globalement ces graphiques sont fiables et ils sont basés sur les consommations
soit réel, soit forfaitaire? Comment ça fonctionne? Alors en fait, effectivement, on a un historique de la consommation quand la personne est là depuis plusieurs années. Et grâce à ça, on peut voir comment a évolué la consommation. En général, il y a un code couleur qui permet de savoir si la consommation, parce que des fois, c'est pas forcément annuel, dans les histogrammes, ce qui sont donnés, parfois c'est tous les 2 mois, 3 mois. Et on est des fois sur des estimations, pas sur des consommations réelles. Donc le code couleur permet justement de distinguer ce qui est de l'estimation et ce qui est du réel. Et quand on veut avoir une analyse pertinente, on va plutôt s'intéresser, nous, à ce qui est de la consommation réelle. Voilà. D'accord. Donc faire vraiment attention si vous avez une facturation en estimation ou en consommation réelle. Mais justement, la question suivante de Samira de Créteil va nous permettre de répondre à ces éléments. Donc Samira nous évoque son cas particulier. Elle a perdu un parent et elle doit quelque part reprendre en main les affaires de ce parent, notamment la facture d'énergie et le contrat qui liait ce parent à un fournisseur d'énergie. Alors en l'occurrence, elle évoque, dans sa question que je résume, elle évoque le fait qu'elle payait sur plutôt une approche estimation, 50 € par mois, forfaitaire, qu'elle a fait modifier le nom du contrat, et on verra avec toi que quand on modifie le nom d'un contrat, en fait on modifie le contrat, on a un nouveau contrat, donc c'est aussi des choses qui sont importantes. Elle nous parle de cette fameuse contribution à l'acheminement, et puis elle nous demande d'estimer un peu le fait qu'elle trouve en fait que sa facture est relativement élevée par rapport à ce qu'elle est à la consommation qui est censée être estimée. Donc ça fait quelques questions auxquelles on va essayer de répondre dans l'ordre. Déjà, peut-être première réponse, quand on change un nom sur un contrat, en fait on change de contrat. Oui, si on prend la suite de quelqu'un, soit la suite d'un décès malheureusement, ou quand on emménage dans un nouveau logement, on ne change pas le nom de la personne en fait. C'est chacun qui a... Enfin, il doit y avoir une résiliation du contrat et un nouveau contrat pour la personne qui prend la suite. Voilà. Et donc, il y a une facture de clôture sur ce qu'on a... clôture ou résiliation. Et donc, il faut bien vérifier l'index du compteur pour être bien sûr que qu'il est correct. Et puis, effectivement, c'est bien un nouveau contrat. Et puis ça implique, ce que tu nous dis là, ça implique d'autres choses probablement. Alors si la personne veut rester dans les lieux, occuper ce logement-là, ça veut dire nouveau contrat, donc peut-être nouvelle estimation aussi de consommation. Est-ce que normalement, au moment où, si on garde le même fournisseur, imaginons, on clôt un contrat qui était le contrat d'un parent ou quoi que ce soit, et qu'on ouvre un nouveau contrat, normalement il doit aussi faire l'estimation, ou en tout cas l'enquête de consommation? Tout à fait. Quand on souscrit un nouveau contrat, le fournisseur doit poser des questions sur quelles vont être ses habitudes de consommation, quels vont être surtout ses équipements, pour justement définir, pouvoir prévoir une consommation annuelle. Et il peut effectivement se baser sur l'historique précédent, mais ce n'est pas la seule donnée, c'est effectivement les données que la personne donne sur ses habitudes de consommation et ses équipements qui doivent permettre de choisir le contrat. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Charlie, pour savoir quelle puissance souscrire, parce que ça, c'est important. Si on souscrit un contrat qui est d'une puissance pas assez élevée, on va s'en rendre compte vite parce que ça va disjoncter souvent. Mais à l'inverse, si on souscrit un contrat avec une puissance trop élevée, alors là, il n'y aura pas de souci, ça ne disjonctera pas, mais on paiera un abonnement plus cher pour rien. Est-ce que ça peut varier considérablement, les coûts d'abonnement Alors sur le tarif réglementé, j'avais regardé entre 3 et 6, on était à peu près à 40 €. Entre 3 et 6 KVA. Voilà, parce que c'est par palier de 3. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un KVA? Alors c'est kilovoltampères, et pour pas rentrer dans le détail et perdre tout le monde, on va dire que c'est à peu près équivalent à notre puissance en watts, kilowatts dont on a parlé tout à l'heure. C'est comme ça que je fonctionne moi personnellement. Et alors, la question... Alors moi, je crois, pour un exemple qui est tout particulier, je suis entré dans un logement dont l'abonnement était de 36 kVA. Donc on est sur du semi-industriel. En fait, c'est un ancien garage. Et je me suis aperçu que la différence entre du 36 kVA
qui est la puissance la plus élevée, hein, je crois, et du 6, là où c'est mon abonnement maintenant, on est à, je crois, 13 € de moins par mois. Par mois, ce qui veut dire qu'au final, à la fin de l'année, on est quand même à 140 €, voilà, assez facilement. Donc, faut dire que j'étais dans un cas extrême. Il y a peu de particuliers. J'étais dans un cas extrême. KVA. Donc, si on varie de 3 ou 6, 3 à 6 KVA de plus que la puissance qu'on a besoin d'appeler, évidemment, ce sera plutôt de l'ordre de quelques euros par mois. Mais ça peut expliquer parfois des variations. Pour reprendre la question de Samira, donc on avait cet élément déjà sur changement de contrat, comment en fait on reprend un contrat et comment il faut à ce moment-là faire attention au fait qu'on a un nouveau contrat, donc il faut faire des estimations propres à sa consommation et à ses usages. Et puis il y a d'autres choses, donc d'autres éléments dans sa question. Alors elle nous dit que par exemple il n'y avait pas de facture, elle n'a pas retrouvé de facture et qu'apparemment le fournisseur ne faisait pas de facture. Alors ce qui paraît probablement un peu étonnant, là-dessus tu pourrais nous dire quelques mots, peut-être Charlie, qu'est-ce qui ferait qu'en fait elle ne retrouve pas des factures de son père? Alors peut-être deux pistes. La première, c'est une facture qu'elle recevrait à la fin de l'année. Et donc elle n'a peut-être pas fait une année entière pour pouvoir recevoir cette facture. Et une deuxième piste, c'est peut-être elle a la souscription accepté de recevoir ses factures sous format numérique. Et donc si par exemple elle a une messagerie qui filtre... très fort, ça peut se retrouver dans les spams, ou peut-être c'est archivé sur un espace personnel en ligne et qu'elle n'y a pas encore accès. Donc voilà, c'est deux pistes qui peuvent expliquer ça. En tout cas, elle doit pouvoir retrouver ses factures en contactant son fournisseur. À la limite, le fournisseur lui renvoie des copies des factures, mais obligation légale, évidemment, faisant foi, là, il n'y a pas de souci, elle pourra retrouver ses factures. Bon, l'autre question qui est plutôt celle de la facturation finalement, puisqu'elle considère que elle a plus consommé qu'accoutumé. Alors on ne sait pas trop, on ne peut pas faire d'estimation vraiment pertinente là sur la question parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Mais par contre voilà, on a des éléments un peu significatifs où elle nous dit que cette fameuse ligne acheminement est de l'ordre de 320 €. Donc on a expliqué la différence entre la taxe sur l'acheminement et le coût dans la composition du prix de consommation lié à l'acheminement, au service d'acheminement. Mais là, je pense qu'elle fait plutôt référence à l'acheminement qui est intégré au coût de sa consommation. Donc ça veut dire, grosso modo, que si elle trouve que sa consommation a largement augmenté, alors c'est peut-être lié justement à une approche forfaitaire d'estimation sur l'année et que sa consommation réelle n'a pas encore été prise en compte. Et que en fait en tout cas là dans ce cas-là l'acheminement, le coût de l'acheminement et le coût classique qui est dans le pourcentage classique on va dire pris en compte dans le kilowattheure, le coût du kilowattheure. Donc s'il y a une grosse variation, qu'elle remarque une grosse variation de facturation, il y a plusieurs éléments peut-être qu'on peut évoquer. Déjà, quand elle nous dit qu'elle a pas mal consommé, il faut aller voir le détail. Combien de kilowattheures ça veut dire? Est-ce que le coût du kilowattheure a varié? Et ça dépend aussi du fournisseur, du contrat qu'elle avait engagé. Et puis c'est peut-être aussi, il y a des choses qui peuvent être assez quelque part simple, mais si l'hiver est plus rigoureux, on va chauffer un peu plus. Si la maison est mal isolée, pareil, on va chauffer un peu plus. Donc là, la réponse, c'est compliqué de l'amener, parce qu'on n'a pas les éléments qu'il nous faudrait. Mais on peut lui dire quoi? On peut lui dire de... Alors moi c'est plutôt sur l'analyse de sa consommation. Je pense qu'il faudrait qu'elle reprenne ses factures une fois qu'elle les aura récupérées et puis qu'elle puisse voir combien elle a consommé en kilowattheure. Donc là elle parle d'un montant de 320 €. En même temps elle nous dit qu'elle payait 50 € tous les mois. Peut-être qu'en fait l'estimation était bien inférieure à ce qu'elle a consommé réellement. Voilà. Et en plus, d'ailleurs, elle reconnaît qu'elle a consommé beaucoup plus et qu'elle a dû payer un surplus. Comme tu disais, beaucoup plus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 2 fois plus? Dans ce cas-là, on serait plutôt autour de 1 000 €. Et tout à l'heure, on avait parlé justement
cette facturation de l'acheminement qui revient via le fournisseur à Enedis pour l'électricité. On est aujourd'hui, si on doit répartir les coûts entre la fourniture, les taxes et l'acheminement, à 34% pour l'acheminement. D'accord. Voilà. Et 34%, donc si elle avait doublé sa consommation et sa facture, ce serait plutôt cohérent, puisqu'on serait à un tiers, à peu près plus de 300 € pour cette part-là de la facture. D'accord. Donc ça se trouve, il n'y a aucun souci. Si ça se trouve, en fait, le souci vient juste du fait qu'elle consomme trop. En changeant de son contrat, elle est restée sur une approche estimation qui était en deçà de sa vraie consommation, finalement, qu'on lui a facturée en fin de cycle. Tout à fait. Et en plus, dans un habitat, les choses, elles évoluent. Hein. Oui. On peut vivre seul, et puis demain être à 2, et puis demain être à 3. Et donc ça aussi, ça peut réellement impacter les consommations d'énergie d'une année à l'autre. Et ça peut surprendre sur le départ, mais quand en fait on fait cette analyse-là, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas réellement d'anomalie, quoi. Donc à étudier, à analyser, à entrer en profondeur, quoi. D'accord, très bien. Alors on va continuer avec une autre question, et puis là on va ouvrir le chapitre sur la fourniture, les fournisseurs d'énergie, électricité, gaz. Alors on avait une question de Silver d'Angers. Excusez-moi, une erreur, c'est la question qu'on vient d'aborder déjà, donc c'est plutôt une question de Luc de Paris, pardon. Est-ce légal qu'un opérateur change ses tarifs en cours d'année et encore moins sans prévenir ? Je te laisse répondre là-dessus. Oui. Alors sur les tarifs, si ce sont les tarifs réglementés, le fournisseur n'a pas à prévenir, vu qu'en fait c'est des prix qui sont définis par les pouvoirs publics et puis qui sont publiés. Il y a des voilà. Donc dans ce cas-là, le fournisseur n'a pas à prévenir. En revanche, si on a un contrat en offre de marché, si en cours d'année il y a un changement, le fournisseur doit prévenir. Voilà. Et après, sur les évolutions, il faut voir en fonction de ce qui est écrit dans le contrat, mais la plupart ne font pas d'évolution en milieu d'année. En général, ils disent que ça change une fois par an. Mais effectivement, il faut prévenir pour permettre aux consommateurs de pouvoir changer s'ils estiment que le nouveau prix n'est plus adapté. Tant qu'on en est aux questions de fournisseurs, vous qui travaillez chez le médiateur de l'énergie, souvent on a des questions qui sont liées au choix du fournisseur. Comment se renseigner de manière objective, de manière neutre sur le choix d'un fournisseur. On a pléthore aujourd'hui de propositions, d'offres, de comparateurs. Il me semble que vous en avez un au médiateur de l'énergie. Qu'est-ce qu'il a de différent et qu'est-ce qu'il propose comme information ? Alors, effectivement, il y a plein de comparateurs privés, mais effectivement, nous, le médiateur, sur notre site Énergie Info, on propose un comparateur d'offres. Et ce qui a de différent, c'est qu'on n'a pas du tout de partenaire et on ne se rémunère pas du tout sur la souscription de contrat. Une fois que le consommateur a effectué sa comparaison sur notre site, on ne fait pas de mise en relation et c'est au consommateur de contacter le fournisseur dont il a choisi l'offre directement. Voilà. Donc voilà, il est complètement indépendant et ça permet effectivement de comparer en toute objectivité. Donc dans le comparateur, il y a des infos bien évidemment sur les prix, le prix du kilowattheure, le prix de l'abonnement et puis plein d'autres informations. Si on est intéressé par les offres vertes, il est indiqué le pourcentage de l'offre verte, d'où vient l'électricité renouvelable, est-ce qu'elle vient de France, de notre pays européen, etc. Et plein d'autres informations qui peuvent être très utiles. Par exemple, il y a certaines offres qu'on ne peut souscrire que par Internet et où après le service client se fait uniquement en ligne. Il n'y a pas de numéro pour appeler. Donc pour les consommateurs qui sont très à l'aise avec Internet, ça ne pose pas de problème. Pour certains, ne pas pouvoir joindre quelqu'un par téléphone, ça peut être embêtant. Donc voilà, effectivement, quand on compare les offres, il y a le prix, c'est très important. Il faut bien regarder le prix de l'abonnement, du kilowattheure, mais il faut aussi regarder toutes les autres informations, le service client. Par exemple, si parfois on a des difficultés de paiement et qu'on peut être en retard, certains fournisseurs appliquent des pénalités plus élevées que d'autres. Enfin, voilà. Donc on a vraiment, c'est tout un ensemble. Et il faut vraiment tout regarder quand on compare. Disponible. Comment je trouve ce comparateur ? Si vous tapez energieinfo.fr, le comparateur est mis en gros sur la première page et vous tomberez dessus. Sinon, le lien est un peu plus compliqué, donc il vaut mieux aller.
Merci. Donc, on va rester sur la thématique du fournisseur. C'est quand même souvent ce qui agite un peu les débats. Hein. Un fournisseur, alors vous parliez d'énergie verte, donc plutôt pour faire la promotion des énergies renouvelables, qui est vert, qui n'est pas vraiment vert, mais aussi qu'est-ce qui compose les prix. Et donc là, vous avez commencé à l'évoquer dans votre réponse et par rapport au comparateur. Mais aujourd'hui, à quoi je dois réfléchir si je décide que je vais consulter les différentes offres et que je vais changer possiblement de fournisseur d'énergie. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Charlie, pour un particulier ou une particulière qui voudrait voir quelles sont les offres sur le marché? Alors, je rebondis sur ce qu'a dit Caroline. Donc, son comparateur, le comparateur du médiateur est très bien fait pour ça, justement. Il y a un détail. Je peux proposer, si tu veux, une simulation que j'ai faite juste avant de venir. Donc, c'était sur une facture de 345 € pour de l'électricité. Donc, le comparateur demande sur quelle offre on est. Donc, j'étais sur une offre de base. Puis, on pourra peut-être détailler les différents types d'offres. Et puis... on était sur une consommation d'à peu près 1500 kWh. Voilà, donc j'ai payé 345 €. Et quand je vais sur le comparateur, donc les deux premiers fournisseurs qui me proposent moins cher, eh bien, j'ai un prix au kilowattheure pour un premier qui est de 13 centimes à peu près, et pour le deuxième, 15 centimes. Bon, si je m'arrête là, je pourrais me dire, bon bah voilà, c'est le premier le plus intéressant. Et en réalité, là, on est vraiment juste sur le prix du kilowattheure. Et on n'est pas sur le prix de l'abonnement. Et en fait, quand on inclut le prix de l'abonnement, ce que fait le comparateur, eh bien, je m'aperçois qu'on est kiff-kiff au niveau du prix. Je serai à 316 € pour l'un et 317 € pour l'autre. Donc au final, il ne se différencie pas avec le kilowattheure si on prend le coût global. Ça, c'est important vraiment de ne pas se laisser tromper par ces messages publicitaires qui viennent en continu et qui disent que c'est 12%, 15%, 20% moins cher que le tarif réglementé, parce qu'on est en général que sur le kilowattheure. Oui. Et que si on a une consommation annuelle de 1500, 2000 kWh, voire en fait la consommation annuelle moyenne d'un ménage, c'est plutôt de l'ordre de... on est plutôt autour de combien de milliers de kilowattheures? Alors honnêtement, cette question, on l'a souvent, mais c'est assez difficile à répondre parce que ça dépend comment équiper le logement. Si on est en tout électrique, par exemple, on va être autour de 12 000 kWh. C'est ça. Voilà, si on est sur un logement avec seulement des appareils électriques, donc par exemple, mon chauffage et mon eau chaude, je le fais avec une autre source d'énergie, là on va être plutôt autour de 2000, 3000 kWh. Et tout ça évolue aussi en fonction du nombre de personnes qui habitent. Ça nous permet déjà d'avoir des ordres de grandeur et notamment au passage de repérer que le chauffage est quand même le pôle de consommation énergétique. Et on y reviendra dans la troisième partie de l'émission sur les pratiques, les comportements et peut-être les différentes manières de réduire sa facture. Merci pour ces points d'éclaircissement. Les comparaisons, le comparateur, les indicateurs à bien regarder, le prix de l'abonnement, le prix du kilowattheure. On sait aujourd'hui que ce qui va varier, et on parle de la volatilité du prix de l'énergie, ce qui veut dire que voilà, on a une grande variabilité, ce prix-là, et que la tendance est quand même plutôt à la hausse, et que ça devrait continuer. Donc, si on se fie à ce que tu nous dis là, il vaut mieux plutôt regarder le prix au kilowattheure, plutôt que se dire je vais gagner quelques euros sur le prix d'un abonnement, et en fait, au final, si sa consommation évolue fortement, bah là, on va se retrouver avec un dépassement peut-être beaucoup plus important. Tu peux compléter? Pour confirmer, donc, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il faut vraiment que le client regarde son coût global. Voilà. Et donc, s'il prend une consommation d'un côté, son coût global de l'autre, il va savoir réellement ce que le coûte son kilowattheure. Voilà, parce que ça inclura et l'abonnement, et les taxes, et donc le prix du kilowattheure. Donc, c'est vraiment ça l'idée. On enchaîne avec alors les tarifs. Tout à l'heure, on a évoqué les tarifs réglementés. Il y avait une question aussi sur finalement ces tarifs réglementés. Alors souvent on les rattache aux fournisseurs historiques, EDF, Engie. Est-ce que EDF et Engie sont obligés de nous proposer ces tarifs, ou est-ce que automatiquement quand on contractualise avec eux, ce sont les tarifs réglementés
qu'on a? Non, on n'est pas obligé d'avoir les tarifs réglementés quand on est chez ces fournisseurs-là. En revanche, ce sont les seuls à avoir le droit de proposer les tarifs réglementés, les fournisseurs historiques. Donc, sur 95% du territoire, EDF en électricité et Engie gaz tarifs réglementés pour le gaz. Mais ces fournisseurs-là proposent aussi des offres de marché comme les autres fournisseurs. Est-ce que c'est vraiment intéressant du coup de rester aux tarifs réglementés aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a des offres qui sont plus intéressantes financièrement que les tarifs réglementés. Quand on fait un comparatif, en général, on peut trouver des offres qui soient moins 9% sur la facture, par le prix du kilowattheure, moins cher que les tarifs réglementés. Donc ça vaut la peine de changer. Et si on change, ça vaut la peine de régulièrement vérifier que l'offre qu'on a souscrite est toujours intéressante financièrement, parce qu'après, il peut toujours y avoir de nouvelles offres qui peuvent être plus intéressantes. Donc oui, on peut changer. Faut pas hésiter. Voilà, faut étudier la question. Et je voudrais juste dire quelque chose un petit peu spécial pour le gaz, c'est que à terme, les tarifs réglementés pour le gaz vont disparaître. Donc, la loi énergie-climat a été publiée vendredi dernier, et donc les tarifs réglementés gaz vont disparaître à horizon 2023. Ça paraît très très loin, mais à partir du 20 novembre, on ne pourra plus souscrire de contrat aux tarifs réglementés gaz. Donc, il faudra choisir parmi les offres de marché, et voilà, ça ne change pas la face du monde, mais il faut juste le savoir. Et a priori, ça risque d'accentuer le démarchage des différents fournisseurs qui vont dire « Attention, les tarifs réglementés gaz vont disparaître, vous devez changer tout de suite. Voilà. » Donc, vous ne précipitez pas, voilà, ne soyez pas surpris, mais vous précipitez pas, vous avez le temps. C'est très bien de comparer, de regarder les différentes offres, mais vous n'avez pas le couteau sous la gorge, vous ne serez pas coupé, rien du tout. Et surtout, le tarif réglementé ne sera plus proposé, mais par contre, pour ceux et celles qui l'auront, ils pourront le conserver jusqu'en 2023. Voilà, c'est quand même bien l'idée. Exactement. Voilà. À partir de 2023, par contre, là, il disparaîtra complètement. Exactement. Donc, même si vous avez pléthore d'offres qui vous font miroiter parce qu'ils savent bien le tourner, le fait que le tarif réglementé disparaît, en fait, ce n'est pas le cas. Il ne sera plus proposé, mais il disparaîtra en 2023. Voilà. Et puis, si vous changez d'offre et que vous n'êtes pas content, vous pouvez rechanger. Veut dire, ça, c'est une question intéressante. Moi, j'ai toujours pensé que si on sortait du tarif réglementé, on ne pouvait plus y revenir. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est faux pour l'électricité. On pourra y revenir tant qu'on veut. D'accord. Pour le gaz, comme ils vont être mis en extinction. À partir de fin novembre. Voilà, ça sera vrai, mais il y avait toujours cette idée reçue, parce qu'au tout début de l'ouverture du marché en 2007, c'était le cas. Voilà. D'accord, donc ça a été le cas, ça n'a plus été le cas, et ce sera le cas. Voilà. Si vous avez compris, appelez-nous. C'était juste une boutade. N'appelez pas. N'appelez pas. Que peuvent proposer les autres fournisseurs ? Alors, on a commencé à l'évoquer. Finalement, on a différents types d'offres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on peut évoquer quelques types d'offres qui nous permettra aussi de parler des formules ? Parce que là, on a parlé des tarifs réglementés, des offres qui essaient de coller au plus près des usages et des pratiques des particuliers. Qu'est-ce qu'on peut voir et constater aujourd'hui dans le champ des offres fournisseurs sur les offres et à la fois les formules ? Qu'est-ce qui existe et est-ce que ça va continuer de se développer ? Est-ce que tu veux laisser Carole répondre ou Caroline ? Alors aujourd'hui, il y a des offres bases, où on paye le même prix du kilowattheure tout le temps, et des offres heure pleine, heure creuse. Ça, c'est les deux types d'offres les plus connus. Et donc, effectivement, c'est intéressant de choisir une offre heure pleine, heure creuse si on consomme au moins, il faut faire au moins un tiers de sa consommation en heure creuse. Voilà. Donc attention, on n'a pas tous les mêmes horaires d'heure creuse. C'est écrit sur votre facture quels sont vos horaires d'heure creuse. Certains c'est que la nuit, d'autres parfois ça peut être entre midi et 2, et c'est spécifique à chaque consommateur. Donc voilà, vérifiez bien. Donc ça c'est les deux types d'offres les plus connus. Après il y a dans les offres qui existent aujourd'hui, il y a aussi des offres JP et Tempo, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des offres un peu compliquées. Mais ce qu'il y a comme nouvelle offre, et c'est avec les compteurs communicants Linky, c'est des offres avec, par exemple, des heures creuses week-end en plus.
C'est-à-dire qu'on a ces 8 heures d'heures creuses par jour, plus tout le week-end qui est en heures creuses. Ça peut être intéressant si on décide de faire toutes ces machines sèche-linge, etc., le week-end, passer l'aspirateur, etc. Donc ça peut être intéressant, mais il faut vraiment comparer parce que certains, justement, font augmenter le prix de l'abonnement ou vont avoir un prix en heure pleine qui est plus cher. Enfin, voilà, ça peut être intéressant, mais il faut comparer. Et là, c'est effectivement des nouvelles offres. C'est vraiment assez récent, ces offres Linky. Voilà. Nous, on les a intégrées dans le comparateur, donc vous pouvez tout à fait regarder si ça peut être intéressant pour vous. Tu voulais compléter ? Oui, juste une chose, c'est aussi, tout à l'heure on a parlé de la puissance à souscrire, et c'est vrai qu'avec Linky, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre sa consommation tout au long de l'année, donc en kilowattheure, mais également de voir ce qu'on a consommé, ce qu'on a appelé en plus, au plus fort en puissance. Et par exemple, si on était sur une puissance de 9 souscrite et qu'on s'est aperçu qu'on n'a jamais dépassé les 6, et bien on peut passer au palier en dessous. Et avec ces offres Linky, ce qui est aussi pertinent, c'est que maintenant on va pouvoir voir des fournisseurs qui proposent des puissances souscrites entre 3 et 6, entre 6 et 9. Donc on pourra être encore au plus près de ce qu'on a appelé comme puissance sur l'année et avoir des tarifs, on l'espère, qui seront plus intéressants. Aujourd'hui, des puissances minimales, c'est 3 kVA, 3... Oui, c'est ça. D'accord. Et donc là, ce que tu dis, c'est qu'il va y avoir une diversification et des paliers peut-être supplémentaires de puissance proposée. Ça existe déjà. Certains fournisseurs proposent déjà des offres au pas de 1 kVA. Et sur le comparateur, on les a intégrés également. Il n'y en a pas beaucoup. On comprend en fait que ces nouvelles offres, elles sont aussi liées au compteur communicant. Alors le Linky pour l'électricité, Gaspard pour le gaz, qui est quand même un peu moins déployé aujourd'hui, mais qui à terme va probablement remplacer tous les anciens compteurs. Et qu'on comprend qu'en fait ces compteurs permettent aussi un suivi plus fin en temps réel de la consommation. Et puis ce que tu évoquais, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a une vue sur sa consommation réelle, en temps réel, et puis tout un tas d'autres indicateurs qui peuvent nous permettre de mieux comprendre notre consommation chez nous. Donc voilà. C'est vrai que Linky cristallise, ou les compteurs communicants cristallisent certains enjeux et certains reproches. Il y a aussi quelques avantages qui peuvent rendre et voilà, des intérêts pour les consommateurs. Il y a l'intérêt du consommateur. Alors, on a aussi des offres couplées. Beaucoup de fournisseurs proposent des offres couplées. Alors, les fournisseurs aussi historiques, quelque part. Gaz, électricité, gaz. Là-dessus, est-ce que c'est intéressant parce qu'on a tout sur une seule facture? Est-ce que globalement c'est intéressant au niveau des tarifs ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Régulièrement, ça évolue, donc on peut pas. Mais moi qui fais des comparaisons quasiment tous les jours, en fait, c'est plus intéressant, si on regarde que l'aspect financier, d'avoir l'électricité chez un fournisseur et le gaz naturel chez un autre. Avoir l'électricité et le gaz chez le même fournisseur, en général, c'est peut-être plus pratique, on a tout sur la même facture, mais financièrement, c'est pas le plus intéressant. Donc il vaut mieux regarder électricité d'un côté, gaz de l'autre. Et quand on parle d'offres couplées, moi ça m'a fait penser aussi à un autre point, c'est que de plus en plus les fournisseurs proposent des services additionnels. Donc il y a des services qui sont des services suivis de la consommation, c'est gratuit, c'est très intéressant, c'est très bien. Mais il y a aussi plein d'autres types d'offres qui vont être entretien chauffage, assurance dépannage, même assurance impayée, etc. Faut regarder vraiment si c'est intéressant ou pas, parce que c'est plusieurs euros sur la facture par mois et c'est peut-être pas forcément financièrement intéressant. Et puis surtout, parfois, on a souscrit ces offres sans savoir qu'on avait souscrit ces services additionnels et voilà, c'est de l'argent qu'on paye en plus pour rien. On a cru économiser parce qu'on a eu moins 8% sur le kilowattheure, mais le démarcheur vous a fait signer une petite croix qui disait que vous souscriviez à l'assurance complémentaire. En fait, la facture, elle augmente globalement. Voilà. Donc, on a bien compris, être vigilant, bien lire les propositions, comparer. Et puis comparer ses besoins
avec les offres qu'il y a en face. Tu me faisais remarquer, Charlie, que par rapport au compteur communicant, on avait un élément de question qui avait été posé par Arnold en début d'émission sur voilà, une idée qui est véhiculée comme quoi les compteurs communicants font gonfler la facture d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus avant de passer à la dernière partie de notre émission ? Alors effectivement, on peut lire ici et là sur certains forums que depuis l'installation de Linky, la facture a explosé. J'avais relevé une information intéressante dans le magazine 60 millions de consommateurs qui interrogeait justement une personne du médiateur de l'énergie et qui faisait remarquer que dans les litiges qu'ils avaient traités, ils s'étaient aperçus qu'en réalité c'était l'ancien compteur qui dysfonctionnait, qui sous-évaluait la consommation. Donc en réalité, Linky oui, parce que estimait justement... Parfois, on a de vieux compteurs, qui était mon cas en fait, avant d'avoir un compteur Linky, qui sont électromagnétiques. Et donc, à force, au bout de 10, 20, 30, 40, 50 ans parfois d'utilisation, ces compteurs commencent à dysfonctionner et facturent moins que ce que vous consommez vraiment. C'est dommage, mais c'est normal aussi qu'on cherche à les remplacer du coup. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il faut résister et ne pas changer son compteur, parce que finalement, j'ai pas les chiffres, mais en nombre de litiges, je ne sais pas si ça représente tant que ça. À ce stade, on est à des millions de compteurs installés et peut-être c'est anecdotique ou marginal. Il y a 20 millions de compteurs posés, donc oui, effectivement, il y a des cas où l'ancien compteur sous-compté avec le temps et où effectivement quand on fait une analyse on se rend compte que effectivement les personnes ont gagné pendant quelques années et maintenant effectivement elles payent un peu plus. Alors avant quand on se rendait compte que l'ancien compteur dysfonctionnait, sous-compté, il y avait un rattrapage sur le passé. Là quand ils mettent un compteur communicant, ils font pas de rattrapage parce qu'ils savent que ça va pas être ça va pas être une mince affaire. Merci pour cette réponse et ce complément. On passe à la dernière partie de notre émission où on a compris comment se composer une facture, de quels éléments se composer une facture, comment lire les offres, les différentes dimensions des offres de fournisseurs. Et puis là, plutôt sur la question comment arriver à réduire sa consommation. Donc on l'a vu évidemment en choisissant le bon fournisseur, la bonne option, le bon forfait, la bonne puissance. Et puis on peut aller plus loin. Et on va s'appuyer encore une fois sur la question d'une auditrice, Nathalie de Terre de Co, qui nous demande, elle souhaite installer une pompe à chaleur. Elle se demande si ça va vraiment lui faire des économies. J'ai une ancienne maison de 60 mètres carrés, merci. Alors là, la question est brève et courte. Je veux installer une pompe à chaleur. J'ai une vieille maison de 60 mètres carrés. Quels sont les premiers éléments de réponse ? Est-ce qu'on va d'abord chercher à répondre à la pertinence de la pompe à chaleur, ou est-ce qu'on va peut-être plutôt regarder la maison et dans quoi on va venir installer un équipement ? Oui, donc en fait, là, il faut essayer de suivre une logique dans ce projet-là. Son idée, c'est de faire des économies d'énergie. Est-ce que elle parle de quel besoin, quoi ? Et effectivement, si la maison est ancienne et que ça sous-entend qu'elle n'est pas bien isolée, peut-être qu'il faut d'abord travailler l'enveloppe du bâtiment pour réduire ses besoins et seulement ensuite installer un équipement qui sera bien dimensionné. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Pas forcément penser que la solution aux économies, c'est les équipements performants, mais plutôt repenser les choses à la base. Qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai pas forcément besoin de me chauffer comme je me chauffe actuellement si j'ai bien isolé mon bâtiment. Alors du coup, on ne le redira jamais assez, mais si je cherche à comprendre quel est le niveau de performance énergétique de mon bâtiment, comment je pourrais l'améliorer, je m'y prends comment aujourd'hui ? Alors, en fait, il faut partir des consommations de l'usager. Alors, il y a d'autres questions à poser, comme le nombre de personnes qui habitent le logement. Et puis, on va pouvoir dresser, on va dire, un bilan énergétique sommaire qui ressemble un petit peu au DPE, ce classement-là, vous savez. Le diagnostic de performance énergétique, le DPE. Exactement. Et donc là, on va le classer donc, de A à G, et puis on va voir si par rapport à son année de construction, et qu'il n'y a pas eu forcément de grosses rénovations de fait, il est dans la moyenne ou pas. Déjà, c'est une première chose. Donc, s'il est dans la moyenne, il n'y a pas forcément d'anomalie en soi. Mais cela dit, si effectivement il est sur une moyenne, la moyenne c'est plutôt D ou E, eh ben, ça veut dire qu'on a de la marge.
Et en général, la marge, on la réduit en isolant un bâtiment et après seulement en équipant. D'accord. Mais du coup, qui est-ce que je contacte pour faire ces diagnostics et pour m'accompagner dans ma démarche? Où est-ce que je peux trouver de l'information, encore une fois, neutre, désintéressée, entre guillemets? Alors, il y a justement le réseau des conseillers FAIR en France. Il y a au moins un espace d'information et de conseil sur chaque département. Ce qui permet aux particuliers de se rendre sur place et d'avoir un rendez-vous, donc de prendre ses factures, et puis des plans, des photos, des devis s'il en a, et le conseiller va pouvoir avec lui faire cette première estimation. On a mentionné le DPE, mais on a bien compris que ce n'était pas ce DPE réglementaire, le diagnostic qui est réalisé par des entreprises. Ça peut venir éventuellement en second temps, et encore, si on veut vraiment pousser l'analyse, ce serait plus intéressant de faire un audit énergétique, où une personne va partir d'un état des lieux beaucoup plus détaillé et proposer différents scénarios de travaux et voir quel est le gain sur chaque scénario et voir aussi quels sont les coûts et la rentabilité des scénarios envisagés. Si cette personne nous parle de pompe à chaleur, peut-être qu'en fait on est venu lui proposer d'installer une pompe à chaleur aussi. Je ne sais pas, c'est une supputation. Donc on sait qu'aujourd'hui il y a évidemment une pléthore aussi d'offres à propos de ces pompes à chaleur à 1 € ou des isolations de combles à 1 €. Est-ce que le médiateur, vous travaillez aussi sur ces questions-là? Est-ce que vous informez les particuliers sur ces offres, sur ce qu'il faut y regarder? Alors, nous, le médiateur, chaque année déjà, on fait une enquête auprès des consommateurs pour savoir ce qu'ils pensent de l'ouverture du marché. On pose plein de questions et on a une question: est-ce que vous avez été démarché? Et effectivement, ils ont tous beaucoup été démarchés, que ce soit pour avoir des nouvelles offres de fourniture d'énergie, pour de la rénovation, etc. À plus de 60%. Nous, on peut intervenir quand il y a un litige avec un fournisseur ou un gestionnaire de réseau. En revanche, quand il y a des litiges concernant la rénovation énergétique, on ne peut pas intervenir, ça ne fait pas partie de notre champ de compétences légales, comme on est mis en place par les pouvoirs publics. Donc voilà, on ne peut pas intervenir en médiation pour ces cas-là. Et en termes d'information, on donne des informations générales, mais dès qu'il y a des informations un peu plus pointues sur la rénovation, bien évidemment, on renvoie vers les espaces FAIR. Et en fait, on est complémentaires. Nous, on est vraiment sur la partie facture, des questions sur sa facture d'énergie. Là, on peut répondre aux questions et on peut intervenir en médiation, mais dès que ça concerne la rénovation énergétique, on ne peut pas intervenir en médiation, même si peut-être ça viendra. Des aspects réglementaires sur votre site, par exemple? On a un suivi réglementaire autour de ces questions-là? On renvoie vraiment vers les espaces verts parce que ça bouge tellement qu'on préfère renvoyer. On a des informations générales sur comment faire des économies d'énergie, etc. Mais effectivement, Mais on enrichira au fur et à mesure, mais pour l'instant, on préfère faire comme ça. Merci. Un complément peut-être d'information sur la pompe à chaleur? C'était juste pour ne pas laisser Nathalie sur sa faim, parce que bien sûr, j'allais y revenir. D'accord. Donc sur la pompe à chaleur, en fait, si effectivement la maison n'est pas bien isolée, qu'elle est en chauffage tout électrique, donc dans l'idée, effectivement, la première étape, isolation, mais après, si elle veut réduire sa facture, la pompe à chaleur permettra ça. Et ça se verra à l'année suivante sur sa consommation d'électricité. Ça, c'est une certitude. Quel que soit quelque part son niveau d'isolation, elle obtiendra un gain par rapport à du chauffage tout électrique. Ouais, tout à fait. Mais par contre, elle pourrait obtenir un gain plus important et plus durable, peut-être. Exactement. Aussi, parce qu'on le rappelle encore une fois, l'évolution du prix de l'énergie fait que vous pouvez avoir un équipement efficace, mais une facture qui, elle, continue d'augmenter parce que le prix de l'énergie augmente. Oui, et puis comme elle est sur une petite surface, qu'elle ne se limite pas à cette seule piste de la pompe à chaleur que peut-être on lui a suggéré en démarchage. Il existe aussi, par exemple, une solution mixte, chauffage électrique et poêle à bois ou poêle à granulés, qui permet d'avoir un confort sur des petites surfaces. Et en plus, c'est régulable en granulés, donc plus. Ne pas foncer tête baissée, ce n'est pas une mauvaise option en soi, mais il faut l'étudier, et l'étudier avec les services d'accompagnement aussi qui sont là sur les territoires, qui existent, les espaces FAIR, les conseillers FAIR. On le répète à chaque émission, évidemment. On a évoqué les équipements. Alors les équipements, c'est pas que les équipements de chauffage. Donc le chauffage, c'est quand même une partie importante de la consommation. Quelle partie à peu près 60 à 70%. Donc une grosse partie de la consommation. Mais on a quand même
tout un tas d'autres équipements qui vont composer plutôt ce qu'on appelle la consommation d'électricité spécifique, donc sur les équipements électroménagers, lave-linge, sèche-linge. Aujourd'hui, rapidement comme ça, si je cherche à réduire ma facture d'énergie, sur quel levier j'agis et quels sont les équipements les plus consommateurs? Alors, effectivement, dans l'électricité spécifique, tous ces appareils-là, on s'aperçoit que le poste multimédia et le poste froid sont aujourd'hui les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? En fait, simplement éviter le suréquipement. Voilà, on reste sur cette idée d'aller trop plus près de ses besoins. Et puis, également, pour ce qui est des appareils qu'on peut acheter aujourd'hui. Quand on renouvelle ces appareils, aller sur l'étiquette énergétique la plus intéressante. Qui est une sorte de diagnostic de la consommation énergétique, voilà, quelque part, un peu comparable à celle du DPE, de la consommation énergétique d'un bâtiment, mais sur l'équipement. Exactement. Et là, faire attention à une chose. Parce que par exemple, sur les frigos, aujourd'hui, les appareils qui sont sur le marché, ça va du A++ pour le plus excellent au A+. Autrement dit, le code couleur, c'est vert, dans tous les cas. Ça veut dire que quelqu'un qui achète le A+, il se dit, bon, j'ai fait une super affaire, et en réalité, il est sur le moins... Il est sur la tranche basse. Le moins intéressant en termes de l'efficacité. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à une maison où on se situe en moyenne dans le D, il n'y a plus, sur le frigo, par exemple, il n'existe plus de note D. Sur la performance énergétique. Exactement. Et ce n'est pas le cas sur tous les appareils. D'accord. Mais en tout cas, sur les réfrigérateurs, effectivement, c'est le cas. Sur le lave-vaisselle, c'est le cas. Et donc, il faut l'esprit un peu critique, être informé. Donc, on a des guides qu'on met à disposition, justement, qui permettent d'avoir cette fourchette-là pour chaque appareil. Et puis, il y a une chose aussi, quand on a des appareils comme ça, il faut savoir les entretenir. L'appareil froid, je pense au givre notamment, c'est toujours une corvée pour aller dégivrer, mais en réalité, si on ne veut pas que ça surconsomme... Ça nous fait gagner de la consommation et de l'espérance de vie du matériel. Donc on peut prolonger sa durée de vie, puisqu'évidemment l'énergie, la consommation énergétique, on le répète aussi souvent, ce n'est pas que la consommation finale, comme on dit, c'est-à-dire celle qui est occasionnée par la mise en fonction dans le logement, mais c'est toute l'énergie qui est consommée pour extraire les matières, pour fabriquer, pour acheminer. Donc l'énergie, elle est vraiment... La chaîne de l'énergie, elle s'étire très très loin. Exactement. Tu évoquais quelque chose qui est aussi, et ce sera la conclusion de notre émission, sur la manière de réduire ses consommations. Il y a un gros levier qui est les comportements, les usages. Donc tu l'évoquais aussi en filigrane en disant il faut faire attention à ces utilisations, à ne pas prendre des équipements trop dimensionnés. Alors là, on le voit aussi, c'est compliqué parce qu'on peut avoir des équipements efficaces, mais qui en fait consomment plus qu'un ancien équipement parce qu'ils sont plus gros. Ils sont plus efficaces, mais ils sont plus gros, donc ils consomment plus. Donc là-dessus, parfois on peut avoir le choix, parfois pas. Un exemple typique, c'est peut-être les écrans. En fait, finalement, maintenant, on n'a plus le choix que d'acheter des écrans d'une certaine manière. Bon, voilà. Sur certains types d'équipements, on a le choix, sur d'autres, peut-être moins. Mais concrètement, sur les comportements, là, il y a un gros levier aussi de réduction de consommation énergétique. Vous, dans votre association et sur votre territoire, vous accompagnez aussi les particuliers sur le changement de comportement, la compréhension de l'implication de ces comportements sur les consommations. Et vous le faites par l'intermédiaire du défi, alors qui était Famille Énergie Positive encore l'année dernière, et qui s'appelle maintenant le défi des clics, qui est porté par Leclerc, et qui est une manière de faire évoluer ces comportements. On le voit, il existe d'autres types de concours, de défis, qu'on appelle les défis de sobriété ou des concours de sobriété. Et en fait, c'est de l'accompagnement comme ça, sur des durées relativement longues, puisqu'on est sur des durées de 4 mois, 5 mois. Accompagnement à comprendre sa consommation, ses comportements, et puis voir comment on peut les faire évoluer. Tu peux peut-être nous évoquer quelle est la dynamique peut-être sur votre territoire autour de ces concours
Donc effectivement, nous on est coordinateur du défi sur la région Lorraine, donc on se coordonne avec d'autres sur la région Grand Est. Et pour vous donner quelques chiffres, parce que ce sera plus parlant, l'année dernière, donc sur le Grand Est, 726 familles s'étaient engagées dans ce défi énergie. Alors il n'y a pas que l'énergie, il y a l'eau, maintenant il y a les déchets, les transports aussi. Et ces familles ont économisé 400 000 kWh. Alors pour être concret aussi, c'est 9% d'économie sur leur facture d'électricité, leur facture d'énergie, quelle que soit l'énergie. Et ça c'est intéressant parce que ça montre que finalement, si on choisit la bonne offre, on va gagner 9%, on disait tout à l'heure. Si on a les bons comportements, on va faire encore 9% d'économie. Et là, on n'a pas fait de grosses dépenses sur les travaux. Et seulement après, une fois que justement... Si on choisit les bons équipements, on peut encore faire de la réduction. D'accord. Donc on a comme ça une sorte de triptyque déjà de qu'est-ce qu'on peut activer avant de rentrer dans les investissements plus lourds. D'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'effectivement tous ces concours de sobriété déclic. Comme tu l'as dit, hein, ça peut être autour de l'énergie, de l'eau, du déchet, bientôt de la mobilité. L'idée, c'est d'impliquer aussi les gens et sans leur demander d'investir de l'argent. On investit surtout du temps passé à être dans une dynamique collective, à être accompagné, à participer à des ateliers. Et donc là, on est vraiment sur une manière d'acculturer les gens un peu au monde de l'énergie et à leur donner de la maîtrise, ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie finalement, et à leur permettre de maîtriser leur environnement énergétique. Dans un cadre convivial, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, en tant que coordinateur, on organise des événements pour ponctuer le défi et permettre aux familles de non pas vivre la facture d'énergie comme un moment désagréable, mais au contraire, avec d'autres et des astuces partagées, passer un bon moment tout en réduisant sa facture. Merci beaucoup pour ce point. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu aux questions, de vous être déplacé jusqu'à nous pour participer à cette émission. Pour conclure, nous remercions, comme accoutumé, nos partenaires, l'ADEME, bien sûr, la Maison écologique. Et j'en profite aussi pour rappeler que sur le site de l'ADEME, vous pourrez trouver tout un tas de petites brochures et de petits documents à disposition qui vous donnent des informations à la fois sur les consommations énergétiques, sur l'isolation d'un logement, sur les gestes à adopter qui permettent de réduire sa consommation d'énergie, tout un tas d'informations, un site très complet. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur les défis, sur les concours, sur vos territoires, vous pouvez aller sur la page Facebook du défi Déclic ou sur la plateforme défi-déclic.org. Et si évidemment vous voulez trouver l'espace faire le plus proche de chez vous, vous allez sur la plateforme www.faire.fr, je crois. C'est ça. Et là, vous trouverez évidemment toutes les informations pour contacter l'espace le plus proche de chez vous. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine émission.